Bonjour à tous. Alors, je vous laisse vous connecter. Voilà, vous êtes déjà. C'est génial, hein. Depuis ce matin, là, on s'envoie un peu des petits messages tous en se disant c'est trop bien, c'est trop bien, c'est vrai. Ce forum est génial. Le forum Sauvons les métiers d'art est organisé dans le cadre de la mobilisation Sauvons les métiers d'art. C'est une mobilisation qui est organisée par les professeurs et les étudiants en école de métiers d'art dans toute la France. Et nous, notre association, le Craft Project, c'est un amplificateur au service des actions qui nous semblent utiles pour le secteur des métiers d'art. Donc, évidemment, nous amplifions cette mobilisation depuis le départ et nous en sommes très fiers. Donc, on a organisé ce forum à la demande des étudiants qui souhaitaient pouvoir s'entretenir avec des professionnels pour poser des questions concrètes sur leur avenir dans les métiers d'art. Alors voilà, donc l'association des Craft Project, elle existe depuis le mois de septembre. Vous pouvez adhérer en cliquant, on va vous mettre le lien sur le site Le Craft Project. La mobilisation, souvent les métiers d'art, elle est relayée sur notre compte Instagram. Donc on relaie toutes les mobilisations, les appels à manifestation. Donc en suivant notre compte Instagram, vous pourrez suivre les différentes actions qui sont mises en place. Mais ce forum fait partie des actions Sauvons les métiers d'art, puisque en montrant que des professionnels exceptionnels dans chaque métier prennent du temps pour répondre aux questions des étudiants, on montre qu'on est un secteur uni, qu'on est un secteur soudé et qu'on est tous très mobilisés pour dénoncer la diminution des heures d'enseignement en atelier dans le cadre de la réforme des Hedman. Alors donc voilà, j'ai vu que Prune t'était arrivée, super. Prune, parfait. Il me manque ton modérateur Yoran, que je ne vois pas. Déjà, bonjour à tous. Ben oui, merci Prune. Parce on estime qu'on n'a que des stars dans ce forum de chaque métier, mais c'est vrai que toi, tu es encore plus une star en ce moment parce que tu as une actualité énorme avec ton installation au Bon Marché. Alors, je remets les choses dans leur contexte, c'est très parisien quand même. Voilà, il y a un contexte. Donc j'imagine qu'il y a des artisans qui me rejoignent de partout en France. Et voilà, c'est une actualité, on va dire, très parisiano-parisienne. Mais j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup d'artisans pour ce projet. Et ça, comme on va en parler, le processus, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Oui, et puis surtout, alors c'est vrai que c'est une activité parisienne, mais qui est très couverte par la presse, notamment la presse nationale. Et c'est vrai que quand Yoran parle de toi, il dit notre Prune, parce que du coup, grâce à ça et grâce à cette visibilité que tu as, indirectement, ça donne aussi une visibilité aux artisans de la matière, même aux artistes de la matière. Enfin, ça donne une visibilité à nous tous, à notre secteur, et du coup, on se sent tous un peu fiers du chemin que tu fais. Ça me fait plaisir, ça me fait très plaisir. Mais c'est vrai que je ne serais pas là sans Yoran et Patrick Blanchard aussi. J'en profite puisqu'il n'est pas forcément là pour dire du bien de lui, qu'il ne soit pas gêné. Vas-y, ouais. Mais c'est vrai que c'est un duo. Moi, j'ai fait l'école boule pour Patrick et Yoran. Sans les connaître, mais comment Ah oui. Sans les connaître, mais en fait, sans les connaître, je veux dire réellement, mais c'est grâce aux portes ouvertes où je suis allée voilà, avec ma petite idée de ce que je voulais faire. Je sentais que la sculpture, c'était vraiment ça, que le bois, ça m'intriguait, et parce que c'était un des matériaux les plus complexes avec la pierre, parce qu'il n'y a pas forcément toujours de retour en arrière, même si voilà, on peut recoller. La pierre serait encore, ou le marbre encore plus compliqué. Mais il y a quand même le sens du fil, il y a un matériau vivant face à nous. Et c'est en fait ces portes ouvertes où j'ai découvert à la fois le contexte de l'atelier et ces personnages que sont Patrick et Yoran et leur complémentarité. Et ce que mon intuition m'a amené à ressentir, à voir, à comprendre, après les 3 ans à l'école boule, me l'ont d'autant plus fait le réaliser, puisqu'il y a vraiment une complémentarité entre la première année qu'on passe avec Patrick Blanchard, alors moi qui n'était pas mon année préférée, puisque encore une fois, je pense que j'ai justement ce respect inconditionnel pour l'artisanat, puisque moi j'ai fait un autre choix qui est celui d'être artiste, et qu'il y avait une sorte de rigueur dans cette année-là, de mathématiques presque, qui ne correspondent pas à ma manière de faire. On a tous nos forces et nos faiblesses, et il y avait la maîtrise
de l'outil déjà, qui était passionnante, fascinante, mais qui passait par beaucoup d'affûtage. Alors ça, c'était mes 3 mois cauchemars, parce que l'affûtage, c'est mon cauchemar. Vous allez tous en rire, mais voilà. Kevin, avec Ducro, qui est peut-être là, qui est un artisan avec qui je travaille aujourd'hui, en rigolera parce qu'il me prête toujours des pierres, il me refait des formations, il n'y a rien à faire avec moi. Et ensuite, il y a 2 ans avec Yoran, qui sont d'abord une année plus anatomie, voilà, plus à la fois de technique, de dessin, de rentrer dans le détail du corps, du muscle, etc., et de la matière, bien sûr. Et on fait vraiment son propre projet. Et ça, Yoran est le meilleur accompagnateur pour ça. Pour cette partie d'imaginaire et en même temps de sens. Ah, bah voilà. Voilà, Yoran est arrivé, on profitait que tu n'étais pas là pour dire du bien de toi avec Prune. C'est ça. Et voilà, du coup, je répète, je vais rapporter un petit peu. Et Prune disait que la rencontre avec toi a été absolument déterminante dans son parcours et dans sa vie, j'imagine, puisque ton parcours, c'est ta vie, Prune, avec la vie et le métier que tu as. Ouais, alors, Yoran, excuse-moi, pardon, il y a eu un petit décalage. Je te laisse parler. Vas-y. Non, c'est juste que Yoran, je veux vérifier qu'on t'entend. Est-ce que vous m'entendez? Nickel. Et moi, je vais mettre un meilleur Wi-Fi, excusez-moi. Ouais, exactement. Et toi, Prune, ça coupe un peu. Ça y est, je rétablis le problème. Alors, en plus, voilà, on profitait de ton absence, enfin de ton retard d'1 seconde 30, Yoran, pour faire parler un petit peu Prune. Mais je pense que moi, je vais profiter de ce forum pour, par ton intermédiaire, demander à Prune qu'on fasse un podcast pour vraiment rentrer dans les détails de son parcours, pour qu'on prenne le temps. On a envie de savoir cette matière, son chemin, les outils. Aujourd'hui, on a 55 minutes et comme vous êtes la 5e session, on se rend compte que le temps passe extrêmement vite et c'est absolument passionnant comme échange. Donc moi, je me tais immédiatement. Yoran, je te laisse te présenter parce que c'est vrai qu'on dit Yoran, mais il y a beaucoup de gens ici qui ne savent pas qui tu es, que la personne merveilleuse que tu es, le métier extraordinaire que tu exerces. Donc je me tais, je te laisse parler, puis présenter ton invité et lancer les échanges. Alors, bonjour à tous. Première question, je voulais savoir, est-ce que on enregistre, est-ce que c'est toi qui enregistres? Oui, c'est moi qui enregistre, pardon, exactement. C'est enregistré, donc si vous ne voulez pas qu'on voit vos têtes, enlevez la vidéo. Nous, on aime bien voir vos têtes quand on parle, enfin voilà, mais vous n'êtes pas obligés. Et vous pouvez poser des questions dans la petite... Vous appuyez sur converser en bas, il y a un chat qui s'affiche à droite. Voilà. Alors, cet enregistrement, on a envie de le faire pour garder aussi une trace de tout ça. Ça ne sera pas du tout pour le publier ou quoi que ce soit. Sinon, il faudra demander vos accords. Mais ça nous intéresse aussi d'avoir une trace pour pouvoir nous en servir aussi dans notre mouvement actuel. Vous savez qu'on est dans un mouvement Sauvons les métiers d'art. Et cette rencontre entre artistes, artisans, et avec les étudiants, elle est hyper importante pour nous pour essayer aussi de construire, on va le faire de plus en plus sérieusement, de construire vraiment quelque chose de vraiment intéressant pour la suite, pour avoir quelque chose de fondé, voilà, avec un véritable échange. Prune, moi je vais me présenter peut-être après toi, je voudrais te présenter d'abord. Est-ce que tu veux, on a 5 minutes pour se présenter chacun, essayer de faire rapide pour après avoir vraiment un temps d'échange. Est-ce que tu veux le faire ou tu préfères que je te fasse une présentation de toi ou est-ce que tu veux le faire toi? Comme tu veux. Écoute, moi je veux la faire très rapidement. Moi je suis artiste sculpteur. Je suis basée à New York depuis maintenant 10 ans, mais avec les événements actuels, je suis à Paris et c'est un bonheur aussi parce que de toute manière, j'ai toujours eu un pied ici, notamment pour l'aspect de fabrication, puisque c'est ici qu'il y a les meilleurs artisans du monde. Et du coup, en tout cas ceux avec lesquels moi j'ai pris et je prends beaucoup de plaisir à travailler. Et ensuite, j'ai fait l'école Boulle de 2003 à 2006 avec donc Yoran comme professeur et Patrick Blanchard. Et ça a été très formateur pour moi. Et ensuite, j'avais 21 ans quand j'ai décidé de démarrer sur les non-conseils de mes parents qui voulaient absolument que j'aille, on va dire, faire mes marques et mes armes chez d'autres
chez d'autres artistes. Moi, j'avais vraiment envie, et c'est pour ça que j'avais choisi l'école Boulle, c'était le fait que ce soit que 3 ans, contrairement aux Beaux-Arts qui sont 5 ans. Et aussi parce que l'école Boulle, c'était une école où on apprenait la technique et que c'était très important pour moi cet aspect de technique pour ensuite pouvoir faire ce que j'avais dans la tête. Donc, depuis, je fais ce que j'ai dans la tête, mais avec une base qui est forte grâce à mes professeurs. Et j'aime collaborer, c'est très important pour moi de la collaboration avec les artisans. Voilà, Yoran, à toi. On peut peut-être en dire un tout petit peu plus sur tes engagements dans ce que tu fais, parce que Prune a un travail vraiment très, très engagé, j'ai envie de dire éthiquement et presque politiquement, sur le plan international, et particulièrement sur la condition de la femme, et pas que. Enfin, elle a vraiment fait tout un travail sur... ça a commencé avec le questionnement sur les dérives génétiques, sur le questionnement voilà, de l'origine de l'espèce humaine, comment on fait évoluer tout ça. Et puis, c'est aller doucement vers la condition de la femme sur la planète, particulièrement en Inde et en Chine, avec des projets très investis comme Au lit d'auteur, comme Terracotta. Peut-être un des projets qu'il a fait bien connaître sur le plan international, c'est l'enfouissement de l'armée qui avait été trouvée, évidemment une armée masculine des Terracotta. C'était vraiment la transposition de cette armée en Chine qui a été découverte dans des fouilles et qu'elle a reconstituée, mais en représentant cette fois que des femmes. Et là où c'était passionnant, son travail, c'est justement que Prune, elle s'est attelée à un projet monumental, et rien ne l'inquiète, rien ne lui fait peur. C'est ça qui est assez génial, c'est qu'avec elle, rien n'est impossible, et on le voit d'ailleurs, parce que plus ça va, moins c'est impossible. Et elle sait chaque fois s'appuyer ou s'entourer en tout cas des personnes les plus compétentes, et elle arrive à les motiver. Elle est arrivée en Chine, dans un endroit évidemment, on ne peut même pas parler de misogynie, c'est une culture qui fait que voilà, la femme a sa place, l'homme en a une autre. Et elle a réussi, en tant que femme, elle arrive en tant que femme à faire travailler des artisans sur cette thématique terrible des infanticides féminins, parce que, vous le savez, en Chine, on ne pouvait avoir qu'un enfant, il fallait que ce soit un garçon. Et du coup, elle a vraiment posé tout ça sur une œuvre qui est assez extraordinaire, où elle a enfoui dans un endroit que seule elle connaît, et quelques-uns peut-être en Chine, je pense, cette armée qui sera déterrée en 2030, année, si je ne me trompe pas, où on saura si ils ont déjà été trop loin dans leur, euh, dans leur process, et qu'il n'y aura plus assez de femmes en Chine pour assurer la naissance des enfants futurs. Donc, là où c'est dramatique, c'est qu'ils seront obligés d'aller dans des pays voisins pour aller chercher des femmes. Mais pour l'instant, ils sont en train de revenir sur leur démarche, donc heureusement. Donc, Prune a des choses comme ça qui sont très, très fortes. Et voilà, et elle a eu la chance voilà, enfin, elle a la chance de pouvoir s'exprimer dans son art et pleinement, et le faire totalement. Et du coup, maintenant, elle a eu la carte blanche au Musée Guimet, qui était aussi un projet énorme dans lequel elle était obligée de s'associer à des personnes. Elle est obligée de monter des productions, parce que quand on fait des projets comme ça, quand on fait son petit travail dans son coin, en tant qu'artiste exposé dans une galerie, on peut faire 2, 3 sculptures, etc. Mais quand ce sont des projets monumentaux et des projets qui sont de l'ordre de l'événementiel, là, on est obligé de monter des équipes, de s'associer à des artisans, et monter même presque une production pour s'aider et faire en sorte que les projets puissent sortir. Le musée Guimet, c'est la première fois qu'au musée Guimet, il y avait une artiste qui prenait l'ensemble du musée, donc c'était vraiment monumental au sens propre et figuré. Voilà, et puis là, il y a eu le bon marché, dont sûrement beaucoup de gens ont entendu parler. Donc là aussi, c'est un projet, évidemment, c'est des projets sur lesquels elle est obligée de faire appel ou à des sous-traitants, ou carrément à des structures, des entreprises qui sont spécialistes de l'événementiel, parce qu'on ne peut pas réaliser seul artiste un projet de cette envergure. Donc, ce qui est
Là, on est un peu dans la démarche presque qu'on avait au 17e, 18e, des grands artistes qui avaient des ateliers et qui avaient des commandes et qui ne pouvaient pas les réaliser seuls, donc qui ont des équipes. Et ce que je trouve assez extraordinaire avec Prune, c'est qu'elle est vraiment dans cette démarche-là de s'entourer des bonnes personnes. Alors, moi, je propose alors, oui, je voulais te poser des questions. Alors, je peux me présenter très rapidement aussi, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi, je suis effectivement enseignant à l'école Boulle. Ça fait maintenant 19 ans. Le temps passé à une allure dingue, mais on s'en rend même pas compte tellement on a des étudiants passionnés, ben voilà, comme Prune en était une. Et voilà, tous nos étudiants font des choses chaque fois tellement différentes qu'on ne voit pas le temps passer. Et ça, c'est ce qui nous fait tenir, parce qu'il y a des moments où on pourrait se lasser voilà, de la démarche, de certaines choses qui sont casse-pieds. On rencontre des difficultés administratives, ce qui nous entoure aujourd'hui dans cette réforme. Voilà, c'est des choses qui nous posent des questions. Parfois, on a presque envie de démissionner, d'arrêter, etc. Et en fait, ce qui nous fait tenir, c'est les étudiants et leur grand cœur. Et donc, moi, j'étais aussi un étudiant à Boulle. J'ai eu la chance d'avoir un papa qui était qui avait la double étiquette designer sculpteur. Donc, il s'appelle Lionel, enfin, il est décédé il y a pas mal d'années, Lionel Lebovici. Et quand je suis sorti de l'école, bah, je suis assez naturellement allé travailler dans son atelier, qui était un atelier énorme, donc on a partagé avec pas mal d'amis. Et donc, on a longtemps travaillé dans cet atelier à faire des projets pas possibles. Moi, mon travail personnel était un travail de sculpture machine. Je réalisais des sortes de robots. Donc, j'ai fait beaucoup de machines robots. Et parallèlement à ces machines, je travaillais beaucoup dans le milieu du cinéma, des effets spéciaux, mais aussi de la conception de décors. J'ai beaucoup travaillé pour des gens comme Caro Jeunet, comme Jean Rabas. Dans la publicité aussi, j'ai beaucoup travaillé pour Jean-Paul Goude. Voilà, où je faisais à la fois du concept et de la réalisation. Et puis après, je me suis fait connaître aussi pour les effets spéciaux, où là, j'ai appris d'autres techniques qui me paraissaient intéressantes. Et j'ai monté une agence aussi de conception, de design prospectif dans le milieu du luxe et de la cosmétique. Et pendant des années, on venait nous chercher pour chercher des idées, tout simplement. Et, on ne savait pas ce qu'ils allaient faire de tout ça, mais c'était des choses assez prospectives. Donc moi, ça m'intéressait beaucoup. Et puis, j'ai continué à travailler sur mon projet personnel depuis des années. La plus grosse pièce que j'ai faite, c'est une sculpture cybernétique qui était entièrement autonome et j'ai travaillé 5 ans dessus. Et elle a fait 4 expositions et après, elle a brûlé dans un entrepôt. Ça m'a mis une telle claque que j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Je pense que j'en suis toujours parmi. J'aurais peut-être dû voir un psy, je ne l'ai pas fait, c'est une erreur. Et je pense que c'est aussi pour cela que je suis à ce point fada et fou furieux dans la transmission en tant qu'enseignant. C'est que peut-être que cette claque, elle m'a dit, mais ta place, elle n'est pas forcément dans ton art, mais plutôt d'aller transmettre ce que tu sais aux petits jeunes. Et donc, voilà, c'est ce que je prends plaisir à faire depuis des années. Et mon travail, je le continue, mais alors, il avance très lentement. En ce moment, je suis en train de réaliser, pour le plaisir et pour me défouler, des machines à péter les têtes de cons. Et je fais plein de têtes de cons en céramique. Il y en a beaucoup sur la planète. J'ai commencé par Trump, Xi Jinping, qui est peut-être pas le plus grand con, c'est peut-être un des moins cons d'ailleurs. Et voilà, il y en a beaucoup et je m'amuse à les péter. Ça fait un gros tas de cons en céramique au bas de ma machine et c'est vachement agréable. Voilà pour moi. Je vais te poser une première question, Prune. Déjà, donc, on l'a dit, tu fais souvent appel à des artisans, donc des sous-traitances, des co-traitances, particulièrement pour tout ce que tu ne sais pas faire. Parfois, tu attaques des matériaux comme par exemple le verre quand tu as travaillé avec des verriers. Donc, évidemment, en tant qu'artiste, on n'a pas la connaissance de tous les matériaux. Et dans ces cas-là, comment tu fais pour choisir ces artisans? Quelle est la première qualité que tu leur demandes et comment tu vas les choisir? Déjà, merci pour ta présentation parce que tu as sacrément bien bossé. Et puis, j'étais contente de réentendre ton parcours. Et pour ta question, en fait, j'aime pas trop le mot sous-traitant parce que ça met une hiérarchie, donc juste comme ça. Hein, mais je trouve que les mots, c'est important. Collaboration. Donc, voilà, ouais. Et
pour moi, ce que je cherche, c'est une complémentarité. C'est-à-dire, pour donner l'exemple typiquement des artisans verriers avec qui j'ai bossé à Murano, j'ai été invitée à faire une exposition, c'était pendant la Biennale de Venise. C'est un ami artiste brésilien qui était commissaire de cette expo et qui invitait plusieurs artistes à venir fabriquer des œuvres avec ces artisans-là. Donc déjà, on n'est pas souvent invité en tant qu'artiste à venir comme ça, fabriquer des œuvres comme on veut, quand on veut, une œuvre à produire avec l'artisan, puisque l'artisan était aussi là dans ce cas précis collectionneur. Et donc, il y avait un vrai échange puisque je faisais une œuvre qu'il me donnait et je lui en donnais une de cette même série. Et du coup, j'avais une idée très précise en tête. Donc, j'étais à New York à ce moment-là. Je lui dessine, je lui envoie un maximum de références, etc. Et il me répond, écoute, oui, mais comme tu l'imagines, ça n'est pas possible. Et là, il me proposait de faire cette œuvre que moi j'imaginais très légère, très fine, comme des veines. En fait, c'est un dessin anatomique de veines. Si on les étalait sur une table, ça ressemble à des rivières vues du ciel, comme un arbre avec ses racines. C'est pour moi vraiment cette image d'interdépendance entre toutes les espèces, entre la nature et l'être vivant. Et je voyais quelque chose vraiment d'extrêmement léger. Et il me dit que ce n'est pas possible comme ça parce que ça va tout de suite se casser, qu'il faut le faire, ok, mais avec un cadre ou dans une sorte de résine d'inclusion, etc., etc. Donc, impensable pour moi. J'y vais, je le rencontre, je pousse, je cherche des solutions. Et là, je lui dis Pyrex. Et je lui dis d'autant plus que ça, on est en train de parler d'un laboratoire, enfin d'un dessin d'anatomie. Il y a peut-être quelque chose à imaginer avec le Pyrex. Et en fait, ça a été le mot magique. Et lui, artisan verrier de Murano, a tout de suite pensé à cette collaboration qu'il faisait souvent avec un autre artisan verrier qui était à 40 minutes de Venise même et qui était spécialisé dans le Pyrex depuis 40 ans. Et je rencontre cet artisan, Massimo Lunardone. Et là, c'est le coup de foudre à tout niveau, coup de foudre professionnel. Et en fait, tout de suite, j'ai senti cette complémentarité. Et c'est quelqu'un qui travaille depuis qu'il a 16 ans, spécifiquement sur ce matériau-là. On ne s'improvise pas spécialiste du verre. N'importe quel verre, que ce soit Pyrex ou du verre normal, on met 10 ans à devenir junior. Donc moi, avec mon idée, je n'allais pas en 1 an ou même 6 mois, là j'avais 6 mois en l'occurrence pour la faire, m'improviser spécialiste. Donc c'était vraiment cette idée de collaboration, de complémentarité. Et avec Massimo, on a trouvé les solutions techniques et on a réussi, parce que le Pyrex, ce qui est super intéressant, c'est qu'il peut se souder aussi et que surtout, il est fait pour le laboratoire, pour résister à la chaleur, etc., etc. Donc, il a une plus forte résistance que le verre normal. Et on s'est donc concentré là-dessus. On a fait toute cette œuvre ensemble et elle a été possible. Alors, elle est fragile dans le transport, elle est fragile, mais elle existe. Et elle est exactement à l'image de ce que je voulais faire. Eh ben, merci Prune. Il y a un petit bruit je sais, c'est mes boucles d'oreilles, je vais les enlever. Ouais, super. Ah bah super. Ouais. Je clique comme une petite vache. J'aime beaucoup avoir plein de choses qui font des petits bruits de vache. Ça fait des petits cliquetis. Ça fait des petits. Voilà. Alors, pour ces matériaux-là, on le comprend. Pour tout à l'heure, j'ai parlé de tes grands projets. Donc, on voit bien que dans les grands projets, là, il faut absolument t'encadrer, voire pour certains projets, tu as monté ta production pour avoir vraiment, il y a des gens qui t'aident aussi derrière à gérer toute la logistique, qui est un projet, qui est une chose en soi, et tu ne peux pas tout faire parce que si tu faisais tout, tu te détournerais de ce qui est essentiel, c'est-à-dire le projet lui-même et le sens conceptuel, toute la dimension sensible d'un projet. Donc ça me paraît important de peut-être d'en parler un petit peu, comment ça se passe quand on est sur des projets de cette envergure. Alors, en fait, il y a les projets qui sont les projets, on va dire, comme les terracotta d'auteurs, l'enfouissement en Chine, qui sont des projets in situ dans des pays lointains, etc., etc. Et puis, il y a les projets comme le musée Guimet, qui sont des projets, on va dire, avec un cadre muséal ou une galerie. Voilà. Mais dans les deux cas,
moi, je me suis rendu compte à travers le temps que j'aimais travailler en équipe, que j'aimais cette idée de complémentarité et qu'effectivement, on ne sait pas tout faire, on ne peut pas tout faire. Et quand on fait des projets d'une certaine taille, et ben, c'est essentiel de collaborer. Et moi, j'ai aussi décidé au fur et à mesure du temps d'avoir une petite équipe en interne parce que j'aime cet échange, mais ce sont que des gens qui, en fait, font des choses que moi, je ne sais pas faire. Je vous donne un exemple. J'ai un bras droit qui va s'occuper de toute la partie administrative, légale, parce que dès que vous travaillez avec un musée, une galerie, etc., il y a des contrats, il y a des choses que je ne maîtrise pas, que je ne sais pas faire et qui sont tout un processus qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'emails, beaucoup de pertes de temps qu'on n'arriverait pas à faire et qu'on ne pourrait pas faire de manière professionnelle si on n'avait pas quelqu'un dédié à ça. Et puis, j'ai un bras droit, mais ça, on en reviendra plus tard, qui s'appelle Franck Barboiron et qui, lui, est un artisan que j'ai débauché de ma fonderie, une fonderie de bronze avec laquelle je travaillais depuis plus de 10 ans. Donc, je connaissais Franck depuis plus de 10 ans. Et en fait, pareil, il y avait ce coup de foudre de travail professionnel qu'on s'est un petit peu empêché pendant des années de faire, déjà parce que moi, j'avais pas forcément envie de le débaucher de quelque part. Et puis, en fait, c'était tellement une évidence. Et puis aussi parce que il y avait, je pense, le fait qu'il n'était pas à sa juste valeur là où il était. Il avait un potentiel extrêmement fort. Moi, je l'appelle en rigolant le diamant brut. Et lui était un artisan, pur artisan et un maître mouleur. Et je sais faire les moules. On pourra revenir là-dessus aussi, puisque en sortant de l'école Boulle, grâce à toi, Yoran, j'avais rencontré Mario Benicio, un Brésilien qui était spécialisé dans les matériaux type silicone, etc. Et en sortant de l'école Boulle, c'est lui qui m'a appris à mouler vraiment en détail à la SFP dans les effets spéciaux, etc. Mais cette idée de collaboration avec des gens qui effectivement sont là au quotidien à mes côtés, ça me permet vraiment de grandir et de faire tout ce que j'ai dans la tête sans être frustrée. Et qui sont tous complémentaires de moi, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller sculpter à ma place. Je sculpte l'original en terre. La terre, c'est vraiment ma colonne vertébrale et l'argile. Et ensuite, on va les mouler, et ensuite, on va les tirer et collaborer quand c'est nécessaire pour des matériaux que je ne sais pas faire, collaborer avec des artisans spécialisés sur ces matériaux. Et ensuite, quand il y a des projets à grande échelle, moi, il y a une part que j'aime beaucoup qui est la partie de production. En fait, pardon, quand quelqu'un essaye de m'appeler, ça coupe. Quand j'ai une partie de production dont je suis... Ah, le cordon du sweat frotte sur le micro. Vous savez quoi? Je vais enlever je vais enlever mes écouteurs, ça sera plus simple. Voilà, vous m'entendrez mieux. Il y a une partie de production qui est très importante pour moi, qui est donc le fait d'aller sur le terrain, de rencontrer les différents participants, de trouver le lieu, de négocier en Chine avec quelqu'un pour avoir une terre pendant plus de 20 ans. Des challenges comme ça, en fait, ça m'amuse, ça fait partie de mon ADN. Donc, en fait, ce que j'aime particulièrement dans tout ça, c'est le fait qu'on ne s'ennuie jamais parce qu'il y a comme un arbre, 1 milliard de branches à un même projet. De la même manière que je ne me suis pas spécialisée sur un matériau, que j'aime travailler et découvrir tout le temps des nouveaux matériaux, même si j'ai une colonne vertébrale qui est la sculpture, qui est l'argile, etc. Cette mise en danger, je pense, est importante dans le rôle d'un artiste. Et cette mise en danger ne serait pas possible si on ne s'associe pas aux bonnes personnes. Voilà. Alors, je vais te poser une dernière question. Il y a plein de questions qui arrivent là, donc je vais poser, on va choisir dans ces questions, il y en a plein. Ouais. J'avais un dernier truc, c'est, je voulais savoir si, Raphaël, techniquement, ça ne pose pas de problème si on fait intervenir, je voulais brancher avec Kevin Ducrot, Prune. Bien sûr, alors Kevin, il faut juste qu'il active son micro pour pouvoir prendre la parole. Non, mais alors, il est pas joignable par Zoom. Est-ce que je peux l'appeler? Est-ce qu'on peut marcher avec le téléphone si je l'appelle Ça va être un peu pénible en termes d'audio. En termes d'audio, ça va être pénible. Alors, dis-nous qui est Kevin. Alors, Kevin Ducrot, c'est pour ça que je voulais parler de ça. Kevin, c'est un des artisans auxquels Prune fait appel. Pour lui, c'est un sculpteur sur bois. Et Prune, quand elle a des gros projets, elle a des projets, des choses, par exemple, monumentales. Et puis, parfois, c'est d'énormes pièces à faire. Et donc, dans ses sous-traitants, elle fait aussi appel
à des sculpteurs qui font les ébauches, par exemple, de certaines de ces sculptures. Et donc, Kevin, dont je crois elle est assez contente du travail qu'elle fait avec lui. Hyper contente, mais Kevin, en fait, surtout, c'est un de tes anciens élèves, Yoran, c'est ça qu'il faut dire, et surtout un artisan extraordinaire et qui a une technique fabuleuse et qui était une année au-dessus de moi, en fait, à l'école Boulle. Et dernièrement, moi, j'avais complètement arrêté le bois et il y a peut-être 2 ans ou 3 ans, j'ai vraiment eu une grande envie de retourner au bois pour des raisons très particulières. C'est que ça faisait sens avec le projet que je commençais à faire, qui était un projet sur les milagros, les ex-voto, qui, notamment au Brésil, sont faits en bois. Et je voulais faire du bois brûlé, en fait, qui est une technique japonaise que j'avais découvert sur l'île de Naoshima 10 ans auparavant et que j'avais vraiment dans la tête. Et j'ai fait appel à Kevin parce que j'étais notamment passée entre-temps par une maladie qui avait fait que j'avais dû être amputée d'une partie qui est du côté de mon bras droit et que je ne peux pas taper dans le bois comme je pouvais à l'époque. Et du coup, Kevin est mon duo pour pouvoir me préparer les œuvres que moi, je fais d'abord en terre, crue, en maquette, que je lui donne. Je dessine avec lui, je lui montre la direction, les idées, etc. Et ensemble, on arrive jusqu'à l'ébauche où ensuite il me passe la main et où là je peux taper dans le bois mais de manière plus raisonnable par rapport à malheureusement ce que je ne peux plus faire, ce que je dois accepter de ne plus pouvoir faire. C'est magnifique comme collaboration et comme relation. Là, c'est plus qu'une collaboration. En effet, c'est un prolongement de ta main et c'est merveilleux. Alors, pourquoi Kevin n'a pas Zoom? C'est trop triste. Kevin, là, actuellement, il peut pas se joindre à nous parce il donne des cours, lui, au Greta à l'école Boulle, et il est en plein cours. Donc là, il s'est échappé 3 minutes pour pouvoir communiquer avec nous. Exactement. Et est-ce que quand tu parles, Kevin, est-ce que vous l'entendez, vous? Oui, ça va. Ça va? Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir, d'avoir un mini-échange entre vous, savoir comment vous vous comprenez et comment, à partir de ce que tu apportes, par exemple, toi, Prune, donc des maquettes, parce que là, quand on parle de ce genre de ce type de collaboration, ben là, il y a en fait, parce que Prune vient aussi de ce milieu-là et qu'elle a cette connaissance du milieu, puisqu'elle voilà, elle est elle-même sculpteur, bah c'est effectivement, j'imagine, pour Kevin, beaucoup plus facile de comprendre un volume quand il est déjà fait pour être transposé en bois. Et la maquette, elle est là pour ça. Donc, je pense qu'il y a une facilité, mais ça m'intéresserait de voir le rapport que vous avez par rapport à ça. Est-ce que, Kevin, tu peux nous dire quelque chose par rapport à ça? Oui, tout à fait. C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est vrai qu'on a vraiment le même langage, le même vocabulaire avec Prune. On se comprend très bien parce qu'on a fait aussi la même école, on a été dans le même atelier. Et puis effectivement, ça passe d'abord par des échanges, par des dessins, des modelages et voilà, et petit à petit. Et puis moi, je lui pose des questions quand j'ai besoin, quand j'ai une interrogation, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Prune, toi, tu peux rajouter quelque chose par rapport à ça? Écoute, comme je viens de l'expliquer, mais je ne sais pas si Kevin était déjà en ligne. Moi, il y a vraiment effectivement ce soutien extraordinaire de quelque chose que je ne peux plus faire, qui est frustrant pour moi, que j'ai fait à une époque. Mais même au-delà de ça, je pense que Kevin est très complémentaire de moi parce que je reviens sur ce que je disais au tout début de la conversation avant de savoir que Kevin pourrait nous rejoindre. Le fait que pour moi, je disais en rigolant, Kevin, que à chaque fois tu devais me reformer sur l'affûtage. Je ne suis pas quelqu'un de technique, je ne suis pas quelqu'un de mathématique. Kevin, je me souviens de toi avec le compas dans l'atelier d'Yoran. Disons que pour toi, reprendre exactement des mesures et refaire quelque chose est presque complètement dans ta logique. Moi, c'est vrai que ma logique, ma manière de sculpter est très intuitive. Donc, je vais passer par des dessins, mais en fait, beaucoup de choses se passent dans ma tête. Et ensuite, sur la partie de sculpture sur terre, jamais je vais aller faire une maquette.
Là, quand je collabore, je suis obligée de passer par le dessin, par la maquette, etc. Et Kevin, lui, a cette facilité de pouvoir vraiment prendre les mesures de ce que je fais et les transférer dans la matière pour me préparer la sculpture de telle manière à ce que j'ai pas à retourner sur la table d'opération juste après. Voilà. Donc c'est une collaboration idéale et puis je dirais une transcription de mon langage parce qu'on parle le même langage et qu'on a le même tronc, le tronc commun de notre formation, tout en ayant, je pense, une personnalité et des savoir-faire extrêmement complémentaires. Donc, c'est une belle collaboration. Ça, typiquement, c'est un exemple typique de super belle collaboration pour moi. Merci beaucoup. Merci, Kevin. Merci, Kevin, et à bientôt. Merci, Kevin. À très vite. Ciao. Alors, Yoran, comme il reste 20 minutes et qu'il y a beaucoup de questions, je pense qu'il faut que tu te plonges dans les questions. Voilà. Alors, je prends, là, il y en a un, par exemple, de Pierre Salagnac. Pour toi, qu'est-ce qui pourrait imposer un frein, une limite dans tes projets? C'est au cas par cas, en fait. Pour moi, il y a un adage qui est essentiel, c'est la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Si je vois que mon projet, à un moment donné, dérange, ou parce que quand j'en fais un en Chine, quand j'en fais un en Inde, quand j'en fais un même à côté d'ici, si je sens qu'il y a quelque chose qui me semble pas éthique, qui me semble contraire à une justesse, je change. Je vous donne un exemple concret parce que c'est toujours difficile de parler dans le flou, mais mon armée de terracotta d'auteurs, j'ai travaillé plus de 3 ans non-stop dessus. J'ai passé presque 1 an en Chine à travailler avec les artisans main dans la main dans un petit bled paumé à 40 minutes de Xi'an où aucun touriste passait. Ils allaient tous voir l'armée de terre cuite, mais jamais ils restaient là. Les gens parlaient un dialecte, donc ça aurait servi à rien que je parle le mandarin, puis de toute manière je suis pas très douée pour les langues, du coup je me retrouve à la fin de ce projet qui est la clé de voûte pour moi, qui est l'enfouissement et qui a été la partie la plus compliquée à mettre en place. J'avais une armée sous les bras, sur les bras plutôt, à devoir mettre sous terre et pas de lieu et très peu de temps devant moi parce qu'il faut la stocker, ça coûte cher, j'avais pas les fonds, à chaque fois j'empruntais pour pouvoir rembourser au fur et à mesure de la vente de mes œuvres, enfin, ça a été des emprunts sur emprunts, etc. Je suis encore en train de rembourser d'une certaine manière l'enfouissement de l'époque. Et là, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui me dit, un Chinois qui ne parle ni français, ni anglais, moi ne parlant pas chinois, mais allez savoir comment, il y a des rencontres comme ça qui doivent se faire. Il m'est introduit par un ami artiste chinois dans une région de Chine que je ne peux pas nommer, et il me dit « Ok, moi je vous passe ma terre, je vous fais confiance pendant les 15 prochaines années, mais il faut que ça se passe dans les 3 prochaines semaines. » Oh là là, j'étais à ce moment-là à New York, loin de tout. Il fallait que je monte un projet super complexe en très peu de temps. Je pense que ça a été un des moments les plus durs de ma vie. J'avais 108 sculptures à enfouir. J'arrive là-bas, je commence à travailler sur le projet, monter le projet. On a des caterpillars énormes qui sont là pour creuser comme une piscine olympique, etc. Et à un moment donné... quelqu'un me dit, mais vous savez, il y a un problème en fait dans votre projet. C'est que vos 108 sculptures, on ne peut pas enfouir des images de gens qui sont encore vivants. Et je leur dis, mais ça va, ça tombe bien, parce qu'en fait, moi, je suis partie de 8 originales, 8 petites filles qui existent, que j'ai rencontrées, qui ont accepté de participer au projet. Mais ensuite, les 108 que vous voyez face à vous, ce n'est pas les sculptures exactes, les portraits de ces petites filles. C'est 108 combinaisons, tests, bustes, jambes, des moules, et on a fait 108 petites filles différentes et on a transformé chacun des visages pour les rendre toutes uniques. Donc en fait, elles ne ressemblent plus. C'est comme des sœurs éloignées, des cousines de ces 8 originales. Et là, tout d'un coup, en racontant ça, je me dis, mais en fait, il y en a une des 108 qui, effectivement,
l'artisan Wen Xianfeng avec qui j'ai collaboré avait voulu, et j'avais adoré l'idée, faire un portrait qui ressemblait un petit peu à sa fille, à sa propre fille. Et donc sur les 108, il y en a une qui est le portrait de sa fille. Et alors moi, pour retrouver laquelle sur les 108 est le portrait de sa fille, impossible, parce qu'il y en avait certaines qui vraiment étaient relativement proches. Lui se souvenait plus exactement. De toute manière, ça tombait bien, je l'avais invité à venir à l'enfouissement, comme les petites filles du projet, comme les sociologues chinois du projet, comme les collectionneurs qui avaient acheté les 8 originales pour financer l'armée, qui, elle, n'est pas à vendre, jamais. Et donc, on se retrouve à devoir se balader à l'intérieur de l'armée pour déterminer laquelle était le portrait de sa petite fille. Et je l'ai fait enlever. Et en fait, on pense qu'il y en a 108 enfouis, mais en réel, il y en a 107 enfouis parce qu'au dernier moment, j'ai transformer ce projet pour être certaine qu'il corresponde à l'éthique et aux valeurs et aux croyances du pays dans lequel je faisais ce projet. Voilà, ça c'est un exemple concret. Alors, on va prendre une autre question. Il y a la question de Louise Yoran qui est hyper importante et comme il nous reste peu de temps, je pense que c'est la question que tous les jeunes diplômés vont se poser là. Alors, vas-y, laquelle? Tu la retrouves ou tu veux que je la dise? Vas-y. Louise demande comment réussir à se faire connaître et à faire sa place dans le monde de l'art lorsque l'on sort d'un parcours formation artisanat d'art. Quel a été le tremplin pour toi? Moi, en fait, j'ai pris justement le contre-pied, c'est-à-dire que j'ai décidé d'aller vers un parcours technique parce que c'était important pour moi d'avoir une structure avant de me lancer en tant qu'artiste. Et donc, pour moi, c'était un plus. Ce dont je ne me rendais pas compte en choisissant non pas les Beaux-Arts, mais l'école Boulle, aussi parce que c'était 3 ans et que je voulais finir plus vite pour apprendre sur le terrain par moi-même. Je trouvais que 5 ans, c'était trop long. Ce dont je ne me rendais pas compte, c'est qu'allait avec les Beaux-Arts un réseau et que je suis sortie sans avoir du tout de réseau et que quand j'allais, par exemple, déposer un dossier à la Cité des Arts pour avoir un atelier, on me répondait de manière un petit peu hautaine « Ah, vous ne sortez pas des Beaux-Arts, ça ne nous intéresse pas ». Et ça m'est arrivé dossier sur dossier. Et là, j'ai décidé d'arrêter l'institutionnel et d'essayer par moi-même. Et en fait, ma première démarche a été de me dire, puisque personne ne m'attend, et c'est comme ça, et c'est pas grave, puisque personne ne croit dans ce que je fais, et c'est normal, et c'est pas grave, même moi, j'y crois pas, mais s'il y a une seule personne qui doit y croire au départ, c'est moi, donc il faut que je fasse l'effort de faire semblant que j'y crois, et donc d'organiser ma propre première exposition, là où personne ne m'attend. Et j'ai loué un lieu. Je me suis fait prêter en échange d'une œuvre un lieu et c'était sur les quais de la Seine. Ça ne durait que quelques jours. Ça a été très compliqué en termes de production pour réussir à avoir ce lieu. J'avais aucun moyen, je ne savais pas comment faire et je me suis dit s'il y a une chose sur laquelle je dois investir, c'est une belle invitation. Et là, j'ai fait une invitation bien cartonnée, avec un visuel qui me plaisait à ce moment-là, etc., etc. Donc, mon petit Bristol. Et j'envoie ça au maximum de gens possible. Voilà, et ça fait effet boule de neige. Et en fait, ça se retrouve sur les frigos des gens. Et je crois beaucoup dans le fridge art. Et c'est comme ça, effectivement, qu'une collectionneur que je n'aurais jamais rencontrée sinon voit cette invitation sur le frigidaire d'une de ses amies et dit « Mais c'est quoi ce truc? Ça m'intrigue, je veux y aller. » Elle vient à mon vernissage, impossible de se déscotcher. Elle me parle pendant 2 heures, elle me posait question sur question. Elle me dit « Écoute, même à la fin de tout ça, je n'ai pas assez parlé, je viens dans ton atelier après-demain. » Mon atelier, c'était un bout de mon salon. Elle débarque dans mon petit, une pièce, on commence à parler. Et là, elle me dit « Comment je peux t'aider ?» Et je lui dis, écoute, en achetant des œuvres, si tu achètes des œuvres, moi, je réinvestis l'argent dans des matériaux et potentiellement dans la location de mon premier atelier. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé. C'est à travers cette première exposition, cette prise de risque, puisque pareil, il a fallu prendre un risque pour trouver ce lieu, pour financer le carton d'invitation, ceci, cela. Mais en même temps, je pense que c'est l'action entraîne l'action. Si on attend trop, si on se pose trop de questions, c'est bien de s'en poser, mais si on ne fait que s'en poser et qu'on n'agit pas, il y a un moment donné, on se fatigue, on perd son énergie. Donc c'est important la prise de risque et ça vaut encore pour moi aujourd'hui. Constamment, je me dis,
comment je peux faire pour faire mieux, pour aller plus loin, pour aller dans des lieux que je ne connais pas, pour essayer des matériaux que je ne connais pas, parce qu'en fait, on apprend par le processus. On apprend par le process, et c'est le process aussi qui fait qu'on fait des rencontres qu'on n'aurait jamais imaginé faire et qui nous font grandir. Ça peut être des rencontres avec des artisans, justement, qui font grandir notre technique. Ça peut être des rencontres avec des collectionneurs qui nous permettent de financer notre travail. Ça peut être des rencontres avec des gens qui vont réagir à vos sculptures et qui vont vous apprendre quelque chose sur votre sculpture que vous n'aviez même pas pensé dire à travers cette sculpture et qui, en fait, font sens tout de suite. Donc voilà, c'est vraiment s'ouvrir à l'inconnu. Et ça, moi j'appelle ça la serendipity, qui est cette idée entre hasard et intuition, qui rejoint l'art et la science pour ça, parce que artistes comme scientifiques, on est des chercheurs. Et parfois, on trouve des choses qu'on ne cherchait pas. Mais pour ça, il faut se mettre en danger et être dans l'action. Là, je te rejoins complètement. Moi c'est l'artefact. C'est pas loin de la serendipity, mais c'est pareil. Et Ouais. merci de tous ces témoignages. En tout cas, ça donne envie, ça donne des élans, j'espère, à nos jeunes de prendre des risques. En tout cas, si tu ne prends pas des risques, il n'y a même pas d'âge, mais c'est vrai qu'en sortant de l'école, c'est vraiment le moment où il faut le faire. Avant de tomber dans peut-être, j'ai envie de dire, parfois dans une routine ou des choses qui peuvent être difficiles de te dégager de ces envies. Mais Prune est la preuve que c'est possible, parce qu'il y a vraiment ce sentiment que les artisans d'art ne sont pas autorisés à être des artistes. Et toi, tu l'as vécu dans la façon dont tu étais regardée de haut parce que tu n'avais pas fait les beaux-arts. Et ça y est, tu l'as fait exploser, ça, par ton parcours et par tes œuvres, ou tu le sens encore? Non, mais en fait, il ne faut pas, encore une fois, se poser trop de questions là-dessus sur comment les gens vous regardent. Il faut agir, parce que c'est comme quand on fait une œuvre, on ne va pas penser à est-ce qu'elle va plaire, il faut la faire. Et voilà, donc moi j'ai pris ça comme une force en fait. Quand on a des bâtons dans les roues, on grandit de ça. Et c'était pas des grands bâtons dans les roues non plus, dans le sens où voilà, c'est prouvé par l'action. Donc je pense avoir fini par le dépasser. Et je pense aussi que d'une certaine manière, le regard sur une école comme l'école Boulle a changé grâce à des gens comme Yoran Lebovici qui ont fait aussi aider à changer la direction. Parce que moi, il y avait une direction qui n'était pas la bonne au moment où j'étais là, dans tous les sens du terme, dans les deux sens du terme. Donc, Yoran a créé un lieu comme le MAD à l'intérieur de l'école Boulle, qui est vraiment là pour trouver des nouveaux matériaux, des nouvelles directions. Donc, je pense que ça, c'est très important aussi à l'échelle d'une école, cette dimension-là. Moi, c'était une école aussi qui était très, on va dire, franco-française et pas une école de couleur. Moi, quand je suis rentrée, je me dis, mais c'est pas possible. Déjà, je suis la seule parisienne et je vois pas une seule personne de couleur autour de moi. Et je trouvais ça bizarre. Et je pense que c'est des choses qui sont en train de changer. On est moins, justement, dans le côté, l'artisan doit venir d'une toute petite bourgade et être français depuis 8 générations, etc., etc. Donc, il faut le regard de l'école sur elle-même doit changer, a changé. Et puis ensuite, le regard du coup que les gens ont sur l'école, qui est devenue beaucoup plus moderne, plus contemporaine. Et ensuite, c'est vraiment grâce à des professeurs et à des directions comme Yoran. Et je pense aussi que les choses ne sont pas figées. Les choses ne sont pas figées. On a une vie entière. Un artiste, c'est sur une vie entière qu'on le juge, qu'il se juge. Donc voilà, c'est un travail constant en fait pour essayer d'aller dans sa justesse, d'aller vers ce qui résonne juste en vous. Et on ne sait jamais de quoi est fait le lendemain. Donc c'est juste d'écouter son intuition. Moi, je dis toujours enfin toujours non, parce que ça fait pas longtemps que je m'en rends compte, mais comme une corde d'un arc ou la corde d'un instrument, c'est vraiment cette petite corde qui est votre centre et qui, quand elle sonne juste, quand elle vibre juste, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Donc c'est d'apprendre à l'écouter. Alors, j'avais envie de te poser une question aussi qui est posée par une étudiante qui dit bonjour, est-ce que avez-vous voilà. Citez-vous les artisans avec lesquels vous travaillez dans la présentation de vos œuvres. Ça c'est une très bonne question.
Ouais, pardon, comme j'entends pas très bien sans les écouteurs, là, j'espère que je t'ai pas coupé. Non, non, pas du tout. D'accord. Alors, ça dépend du contexte. C'est-à-dire que si la collaboration, par exemple, que j'ai faite en Chine, c'est une collaboration où vraiment elle était claire, elle était déterminée. J'ai demandé à l'artisan d'avoir une part de créativité et c'est presque comme si moi j'étais devenue artisan pour apprendre sa technique pour faire mes 8 originales et lui était devenu artiste puisque je lui ai demandé à partir de mes 8 originales de retoucher certains traits des 108 pour les rendre toutes différentes, à la manière des vrais soldats de terre cuite qui avaient été faits comme ça il y a 2000 ans avec des artisans qui retouchaient. Donc, je lui ai demandé de signer les 108 avec moi, puisque déjà, ça fait partie de la chose. Elles ne seront jamais à vendre, justement parce qu'il y a cette idée de collaboration, alors que les 8 originales qui étaient présentées, par exemple, à Guimet, je les ai sculptées par moi-même. Après, lui m'a aidé sur le moule et le tirage, mais encore une fois, pour moi, il y a cette différence entre l'idée, la signature et puis la fabrication où quelqu'un va vous aider. C'est un peu comme un accoucheur, c'est-à-dire que vous faites l'enfant, vous le portez, mais la personne va être là pour vous aider à l'accoucher. Donc, ça m'arrive bien sûr, par exemple, Massimo Lunardone, il n'y a pas de cartel dans mes expos, mais dès que je peux, je le cite, puisqu'il m'a aidé à accoucher de mon œuvre. Mais voilà, il y a plutôt cette idée d'accoucheur. Mais ce n'est pas quelque chose d'automatique, puisque, encore une fois, l'œuvre n'existerait pas sans moi puisqu'elle sort de mon imagination. Je la dessine, je fais en sorte qu'elle existe, je pousse les limites et c'est ça qui est très important aussi, comme cet exemple que je vous ai donné avec l'artisan verrier qui me disait c'est impossible, on ne peut pas le faire. Et je ne l'ai pas écouté, j'ai poussé et à la fin il était tellement fier justement d'avoir réussi à y arriver. Et moi tellement fière aussi d'avoir réussi à sortir cette œuvre qui semblait impossible. Donc, il y a une collaboration, mais elle n'est pas forcément toujours noir sur blanc. Ce qui est aussi, je pense, un problème de l'art contemporain. On a tendance, vous voyez, vous disiez en rigolant, mais moi je ne me reconnais pas du tout là-dedans, vous parliez de mode star au tout début de la conversation. Je pense que l'art contemporain a un peu tendance à faire ça, alors que pour moi, ce qui est important, c'est l'œuvre qui reste. En fait, c'est pas un nom. Et j'aime, et c'est souvent le cas quand des collectionneurs me disent « Ah, bah, j'aimais vraiment beaucoup ce projet-là, mais alors celui-là que tu viens de faire, là, je ne comprends pas, j'aime aucune des œuvres, etc. » Et pour moi, ça m'amuse, c'est justement, on peut voir le travail d'un artiste sur une œuvre particulière, on peut aimer un de ses projets et détester un autre, et en même temps, il faut attendre d'avoir vu l'ensemble de son travail pour pouvoir juger à la fin quelle est vraiment sa personnalité. Et ça, c'est possible qu'à la fin d'une vie, puisqu'il n'y a pas de retraite quand on est artiste. Mais je t'ai posé cette question aussi, je l'ai trouvée pertinente parce que justement, tu fais partie de ces artistes qui citent leur collaboration, leur co-traitance, leur sous-traitance. Il n'y en a pas tant que ça. Pas de sous-traitance, c'est pas joli. Ouais, mais moi, ça ne me pose pas de problème parce que quand c'est clair que c'est, tiens, réalisation de, voilà. Enfin, ça, pour moi, ça va de pair, quoi. Il y a pas de... Aussi, tu rémunères un travail, hein, Voilà, c'est quelque exactement. chose qui est important, cette idée de rémunération. Moi, c'est aussi pour mais, moi une manière de soutenir un savoir-faire, en fait. Mais il y a aussi une reconnaissance parce qu'avant, ces gens-là étaient toujours dans l'ombre, un peu, entre guillemets, pour le dire, un peu comme les nègres dans l'écriture, on appelle ça comme ça. Ouais. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est quand même assez terrible. Et dans l'art contemporain, il y en a encore beaucoup qui marchent comme ça, qui ne les citent jamais, qui ne les précisent jamais. Je trouve c'est important. Même quelqu'un comme Jeff Koons, qui maintenant, lui, il en arrive à mettre les noms des gens sur ses cartels, etc. Je trouve que c'est important. C'est justement, comme tu le dis, c'est un respect, une collaboration. Et tu l'as très bien dit avec ton projet Verrier, c'est vraiment les deux se tirent vers le haut et les deux amènent encore plus à la quintessence du savoir-faire. C'est-à-dire que l'artisan, il va aller au bout de ce qu'il peut donner par rapport aux attentes de l'autre. Et je trouve que cette magie-là, elle est très, très bien formulée avec ton exemple de ton maître verrier. Donc, pour moi, c'est quelque chose. Aujourd'hui, ça se fait aussi dans le monde du design. Avant, dans les designers, il n'était pas question de citer les artisans. Jamais. Ils arrivaient et c'était tout juste, tiens, tu me réalises ça petit.
il y avait vraiment une condescendance, il y avait une sorte, alors là tu parlais du mot hiérarchie, c'était vraiment ça. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de designers, tristement pas tous, mais de plus en plus, qui ont ce respect pour l'artisan, mais deux, qui anticipent la co-conception. Ils en arrivent même à aller voir les artisans pour faire partie de la conception du projet parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas simplement une main. Ils ont ce savoir-faire, c'est aussi un savoir-penser. Et ce savoir-penser, il peut participer à l'évolution du concept même de l'objet. Et du coup, cette réalisation de plus en plus faite en amont dans les projets, elle est évidemment pertinente. Et voilà. Mais c'est quand même très récent tout ça. C'est un peu moins d'une dizaine d'années, mais c'est en train d'évoluer dans le bon sens. Donc ça, je trouve ça super. C'est vrai. Est-ce que je dois vous signaler qu'il nous reste 3 minutes, mes amis. Et comme alors, est-ce que tu as vu une question ou est-ce que tu veux conclure? Non, je pense que peut-être pour conclure, demander à Prune un message d'espoir pour tous ces étudiants qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont un petit peu désemparés. Moi, juste avant ça, j'aimerais, parce que si on n'a pas le temps, j'aurais quand même le faire aussi, ce propos de ce forum, c'est aussi pour défendre nos savoir-faire sur le plan national. Donc, ce mouvement qu'on a créé, Sauvons les métiers d'art, est très mis en valeur et très défendu par le Craft Project et je vous en remercie, le Craft Project. Je voulais dire qu'il y a les étudiants ont fait circuler une pétition qui commence à avoir plus de 15 000 signatures. Donc, c'est pas rien. Voilà, il faut continuer à la mettre en lien tout de suite. Voilà, elle est sur le Craft Project, on peut la retrouver. Et vraiment, ce mouvement, il faut comprendre que ce n'est pas quelque chose… Nous, les artisans, vous le savez, on ne va pas dans la rue pour rien, quoi. Si on bouge en ce moment, c'est vraiment parce que la réforme, auquel on est nombreux à avoir cru, et on a envie d'y croire encore, mais il y a un vrai manque de moyens qui ne nous est pas du tout alloué et qui fait en sorte que les écoles, particulièrement les écoles de province, encore une fois, celle de Paris, on arrive à s'en sortir parce qu'on a des moyens, des dotations différentes, mais les autres, c'est une catastrophe. Et on va perdre énormément, et ça, tristement, l'État ne s'en rend pas compte, en tout cas, les ministres ne s'en rendent pas compte. On va perdre vraiment un savoir-faire et nos métiers à l'échelle nationale. Et s'il n'y a plus que 3 ou 4 écoles qui arrivent à former des artisans en France, et il y en a plein qui vont disparaître, on pense que c'est une catastrophe. C'est là notre message. Et donc, évidemment, toi, par rapport à ça, Prune, j'imagine que, comme tous les pros, c'est une inquiétude. Évidemment, tu vas faire appel à… On pourra appeler toujours les savoir-faire chinois, indiens. Non, attention, j'ai fait appel au savoir-faire chinois parce que je travaillais en Chine sur un projet chinois. Dès que le projet s'est terminé, et encore une fois, c'était une collaboration avec des artisans sur place. Par contre, Yoran, dans ce que tu dis, oui, moi, je pense qu'on devrait ajouter des heures d'atelier. Je trouvais qu'on n'en avait pas assez. D'en enlever, c'est absurde. C'est absolument absurde. Mais là, il faut savoir, pour avoir une idée, les écoles de province, avec cette réforme, sont passées à 8 heures par semaine, c'est-à-dire une journée de boulot, quoi. Donc, tu vois bien que là, on peut plus du tout faire le même métier, on ne peut plus du tout apprendre la même chose. Si les gens comparent à des choses qu'ils connaissent mieux, comme la musique ou la danse, ça leur parle peut-être plus. Voilà, une journée, on ne peut rien faire. Ouais. Non, par contre, si je peux effectivement ajouter un message d'espoir, c'est aussi déjà que… qu'être artiste, c'est à la fois du savoir-faire, c'est à la fois des projets, aller à l'avant des gens, mais c'est aussi, il y a toute une partie d'administratif dont on ne se rend pas compte. Et moi, je me souviens à l'école Boulle, je ne comprenais pas pourquoi on avait des cours de mathématiques, des cours de physique, etc. Moi, je venais d'avoir mon bac, je venais d'avoir passé des années sur les bancs de l'école. J'avais envie d'être dans l'atelier au maximum. Et si j'avais des cours, que ce soit des cours de philosophie, des cours d'histoire de l'art et pas que d'histoire des meubles, pour justement ouvrir l'esprit à plein de choses, parce que même des designers ou des artisans s'inspirent de plein de choses différentes. D'avoir des cours d'anglais, parce que l'anglais, c'est essentiel aujourd'hui. D'avoir peut-être aussi des cours d'administratif, parce qu'en fait, il y a cette réalité-là, c'est qu'à un moment donné, on sort de l'école et on n'est même pas au courant comment est-ce qu'on va s'inscrire à la maison des artistes et comment est-ce qu'on remplit ses papiers. Donc voilà, je pense qu'il y a encore là, ils sont en train d'enlever l'essentiel au lieu de repenser ce qui était absurde. Exactement. Et ensuite, sur le message d'espoir, c'est vraiment encore sur cette idée d'action, de se faire confiance, d'attendre après personne pour monter ses propres projets.
Et je pense encore une fois que si vous êtes là, c'est que vous êtes créatif. Donc, c'est juste la manière de trouver des nouveaux moyens pour montrer ce que vous faites. Mais avant tout, avant de le montrer, c'est de faire son travail et de faire du bon travail pour en être fier de le montrer. Et tout ça, ça prend du temps. Donc, il faut aussi être patient. Moi, j'ai commencé à travailler à 21 ans aussi parce que, comme tu le disais, Yoran, j'ai commencé directement en sortant de l'école par peur, justement, en me disant je vais essayer quelques années, puis si ça ne marche pas, j'aurai toujours le temps de penser à autre chose. Mais c'est c'est des années précieuses, ces années où on sort de l'école entre 20 ans et 30 ans, et c'est là où il faut tout donner pour être créatif, pour surmonter ses peurs et croire dans sa chance, sa bonne étoile et dans les rencontres. Donc c'est très important de cette idée de collaboration aussi, d'être ouvert à ces collaborations. Merci beaucoup à tous aujourd'hui en tout cas. Merci Prune, c'est horrible de t'arrêter, on a vraiment envie de t'écouter pendant des heures et donc je vais te recontacter parce que j'adorerais qu'on fasse un podcast pour qu'on ait 1 heure avec que plaisir. De ta voix, que tu nous racontes tout ça, c'était merveilleux. Merci beaucoup à tous les deux, j'ai mis le lien pour la prochaine session Zoom dans le chat et vous pouvez adhérer à l'association, vous pouvez continuer à nous poser des questions sur Instagram. Merci à tous les deux et à tout de suite avec Charles Jouffre. Merci Yoran, bye. Merci Prune, au revoir tout le monde. Merci, à bientôt. Merci Prune.